Depuis des millénaires, Malte est un archipel stratégique pour les Phéniciens, Romains, Maures, chevaliers du Moyen-Âge et navires des temps modernes. Cette année, la Valette est capitale européenne de la culture. Et à l'heure où la ville s'éveille ici sur la Piazza Regina, je vous invite à découvrir sa transformation totale. Les palais, marchés, jardins, théâtres, la vie nocturne et les boutiques-hôtels qui lui valent son statut de place forte culturelle. Embarquez pour le voyage inaugural de notre nouveau magazine, Go Europe. Quand on embrasse la ville du regard, on perçoit immédiatement sa renaissance et en particulier son incroyable architecture baroque du XVIe siècle. De nombreux édifices ornementaux de la Valette appartenaient au chevalier de Saint-Jean. Celui-ci est appelé l'Auberge de Castille et il abrite aujourd'hui les bureaux du Premier ministre maltais. Nous découvrons aussi le Palazzo Ferreria. Il abritait jusqu'au XIXe siècle une fonderie des chevaliers de l'Ordre de Malte. Non loin de là, la co-cathédrale Saint-Jean, chef-d'œuvre baroque de la Valette, se révèle. L'intérieur a été restauré pour lui redonner sa splendeur originelle. La décollation de Saint-Jean-Baptiste est l'une des deux œuvres du Caravage que l'on peut y admirer. Elles ont été réalisées par le génie italien lors de son séjour à Malte. Le sol en marbre renferme les tombeaux de centaines de chevaliers et officiers de l'ordre dont la restauration se poursuit. Quant aux nouvelles constructions, elles intègrent la pierre traditionnelle. Cette principale porte d'entrée de la ville fait partie d'un projet de l'architecte italien Renzo Piano qui comprend le Parlement national érigé sur un ancien parking. Le design de cette porte tranche avec l'architecture des ouvrages similaires construits depuis plusieurs siècles dans la ville. Ce changement radical est une source d'inspiration pour l'architecte Chris Briffa, auteur du projet Prospettiva. Ici, on essaie de construire un symbole à partir d'éléments de toutes les anciennes portes de la ville. On les déconstruit pour créer cet espace vide. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Renzo Piano. Et pour faire en sorte que d'une certaine manière, quand vous les regardez depuis un endroit précis, elles se réunissent pour n'en former plus qu'une. À côté de Prospettiva sont représentées les différentes portes construites successivement dans l'histoire de la ville. Là, ce sont les anciennes portes de la Valette. La première, ce n'était qu'un trou dans le mur. La deuxième, Porto Reale, c'est quand on a commencé à ouvrir la ville. La porte anglaise, puis la porte italiano-maltaise. Donc ici, on a un concentré de la Valette qui change au fil des siècles, qui intègre l'architecture contemporaine dans ce qui est le plus important pour la ville, ses entrées, ses portes. Et on voit l'évolution jusqu'à Renzo Piano ? Exactement. Donc en un sens, c'est un concentré parfait de cette ville qui est constamment en train de changer, de se réinventer. La Valette 2018 est une consécration à bien des égards. Pour moi, en tant qu'architecte, c'est utile parce que pour la première fois, les gens reconnaissent non seulement l'importance de la protection du patrimoine, mais aussi de l'architecture contemporaine, des installations contemporaines et de l'art. On se rend compte qu'on peut très bien les marier si les nouvelles créations sont conçues de manière respectueuse et équilibrée par rapport à ce qui a été construit dans le passé. La reconstruction de la Valette, entamée depuis des années, est encore en cours. Nous rencontrons le ministre de la Justice, de la Culture et du gouvernement local. La Valette a radicalement changé ces dernières années. Avant, la ville était silencieuse. Vous pouviez presque avoir peur de marcher dans les rues la nuit. Aujourd'hui, la Valette est pleine de vie, d'énergie, de dynamisme. Et je crois que c'est en grande partie lié au titre de capitale européenne de la culture qu'elle a décroché. Les financements de l'Union européenne ont été déterminants pour réaliser la plupart des projets que nous avons menés en matière de culture et d'infrastructure. Donc si nous avons pu restaurer les principaux bâtiments de la Valette, c'est grâce aux fonds européens. Depuis les jardins supérieurs de Baraka, nous parlons transformation urbaine avec un député maltais. Déo, la Valette s'est préparée pendant des années pour être capitale européenne de la culture. Qui avez-vous gagné ? Oui, on y a gagné, c'est certain.
Rien que pour cette année, nous avons constaté une hausse de 10% dans le secteur du tourisme. Grâce à tous ces investissements, nous avons dynamisé la ville, nous lui avons insufflé la vie. Vous avez annoncé en début d'année que ce n'était que le début. Qu'entendez-vous par là? Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons besoin de nous rénover dans d'autres domaines, mais en dehors de cela, il y a l'aspect culturel. Nous comptons bien poursuivre les efforts entrepris pour La Valette 2018. Le boom de la construction qu'a connu La Valette au XVIe siècle a suivi la victoire des chevaliers de l'ordre sur les Ottomans qui avaient mené le grand siège de Malte. Ici, le fort Saint-Elme expose des armes de l'époque et d'autres datant de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne et l'Italie ont bombardé la ville sans réussir à s'en emparer. C'est l'une des bombes italiennes de 2000 kg qui a été larguée ici. La Valette a été bombardée et pilonnée. Très peu de convois de nourriture atteignaient la ville. Des milliers de personnes ont été tuées durant ce siège qui a duré 2 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée évoque aussi la croix de George décernée aux Maltais par le roi britannique pour leur courage lors de ce siège. Elle est présente sur le drapeau de Malte depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1964. En temps de paix, les armes deviennent de l'art, à l'image de cette installation d'un artiste japonais présentée dans le cadre d'une exposition nationale appelée Constellation. La Valette a aussi modernisé ses secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Nous visitons ce marché couvert aux côtés de la présidente d'une entreprise qui gère ce lieu dédié aux produits locaux et internationaux. Et si le nom de ce marché, Issouk, a une consonance arabe, rien d'étonnant, la langue maltaise est issue de dialectes arabes qui étaient parlés en Espagne et Sicile au Moyen-Âge. Issouk a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a rouvert ses portes cette année après une rénovation d'ampleur. Comme vous pouvez le voir, ce lieu célèbre l'architecture coloniale britannique de l'époque. Avec les piliers en fer forgé, la plupart étaient déjà présents dans la structure d'origine. C'est la même chose pour le plafond en bois à 85%. Nous avons préservé 85% du plafond d'origine. Restaurer et reconstruire ce marché a été un peu plus compliqué que prévu. Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? L'investissement total ici a représenté 16 millions d'euros. On a dépensé le budget parce qu'on voulait absolument préserver cet endroit. On a découvert d'anciennes arches datant de l'époque des chevaliers de Saint-Jean. Le chantier a pris 6 mois de plus parce que tout en construisant, on essayait aussi de préserver une partie de l'histoire de ce marché dans le contexte de l'île de Malte. L'une des spécialités ici au marché Issouk s'appelle la ftira, qui veut dire pain plat. Ils mettent beaucoup de choses dessus, des couches et des couches de fromage et de légumes. C'est très bon. La Valette est une destination prisée des croisiéristes. Mais pour ceux qui veulent prolonger le séjour au-delà d'une escale, la Valette dispose par exemple de dizaines de boutiques hôtels. L'un d'entre eux a vu le jour dans un palais du XVIIe siècle. C'est comme un voyage dans le temps, et c'est ce qui est très spécifique à La Valette. C'est un endroit unique. Nous avons eu cette vision de créer des boutiques-hôtels dans la ville, d'ouvrir des restaurants dans d'anciens forts ou dans des caves que l'on utilisait autrefois pour stocker des munitions. Ce qui a vraiment obligé les designers et les architectes à présenter des projets qui intègrent l'existant plutôt que de construire des choses nouvelles. De nombreux boutiques-hôtels comme ici ont leur propre restaurant. Allons voir ce que Janine et sa mère sont en train de préparer. Janine, bonjour, comment ça va? J'ai hâte, c'est toute une aventure. On a du travail, j'espère pouvoir vous aider. Ça s'appelle tortata lampuki. On a les zestes de citron, les noix, les pommes de terre vapeur écrasées, avec des oignons et de l'ail, du lampuka, le poisson que l'on cuit au four, des capres écrasés, des olives écrasées et des épinards frais.
Je ne vois aucun ustensile pour doser. Je mets les ingrédients comme ça. Ensuite, on pourra goûter. Josette, la mère de Janine, veille à transmettre cette recette familiale à sa fille. Elle est là pour le moment de vérité. La gina perfetta. La vie culturelle de La Valette, ce sont bien sûr les monuments, palais, églises et jardins, mais son cœur bat aussi dans des lieux méconnus. Dans une ruelle, nous découvrons Blitz, un espace dédié à l'art contemporain qui expose talents locaux et internationaux. Alexandra Pache a installé cette galerie dans l'ancienne maison de ses grands-parents. Elle nous montre des photos prises dans le nord du Japon, l'un des projets qu'elle mène au Blitz dans l'idée de rapprocher les cultures. Blitz a ouvert ses portes en 2013 en tant qu'espace de projet indépendant. Et ce lieu était destiné à combler le fossé qu'il y a, selon moi, entre les institutions culturelles et les ateliers d'artistes. Donc il est pensé comme un espace de projet pour l'art international émergent, expérimental et innovant. Nous avons un programme de résidence d'artistes qui fait partie du programme de La Valette 2018. Et nos artistes en résidence viennent du Royaume-Uni et de Berlin. Mais nous en avons aussi qui sont originaires du Koweït, de Casablanca, de Marrakech, d'Athènes. Et c'est très intéressant de voir comment ils apportent leur multiculturalisme et comment ils le mêlent au multiculturalisme qui est très présent ici à La Valette. Ce mélange des cultures prend une dimension inattendue dans cette installation d'un artiste sud-coréen dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine. Des galeries exposent aussi un peu partout dans La Valette des formes très diverses de créations contemporaines, comme cette série d'images en 3D. Dans cette autre galerie, des documents abîmés pendant le siège de la Seconde Guerre mondiale sont magnifiés par le photographe Alex Attard. Pendant la guerre, ces documents ont été soufflés par des explosions. Une partie d'entre eux a été abîmée et ensevelie sous des décombres au point de devenir complètement inexploitables. On ne peut plus les ouvrir, on ne peut plus les lire et on ne sait pas ce qu'ils renferment. Donc on les a entreposés dans ce qu'on a appelé la salle des pleurs parce que c'est tellement triste de voir ces fragments d'histoire datant de l'époque des chevaliers détruits par la guerre. Ils ressemblaient à des sculptures et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de donner une autre identité à ces documents perdus et de créer une continuité dans l'histoire dont le cours a été interrompu. Même s'ils ont été détruits, cela reste des documents historiques. Ils ont encore une histoire à raconter. L'art contemporain semble particulièrement inspiré à La Valette, mais qu'en est-il de son marché ? Je crois qu'il y a du business à faire. Je pense que pour l'instant, il faut encore que les collectionneurs fassent plus pour dénicher les œuvres et que les artistes aillent davantage à la rencontre des collectionneurs. Pour moi, tous les ingrédients sont là. Cette communauté artistique s'est agrandie récemment et rapidement. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps pour qu'elle constitue un marché de l'art digne de ce nom. L'art se développe et s'étend dans la ville. Ces anciens lieux d'habitation des chevaliers au sein de l'Auberge d'Italie accueilleront bientôt le musée d'art moderne Musa. Par sa richesse architecturale, la capitale maltaise intéresse aussi depuis des décennies l'industrie du cinéma. Vous vous dites que ces rues ressemblent à un décor de film? Sachez que de nombreux tournages se sont déroulés ici. Comme cette scène de World War Z où une meute de zombies pourchasse Brad Pitt.
Autre symbole du dynamisme culturel de la Valette, cette ancienne fortification, le Cavalier Saint-James, abrite aujourd'hui un centre baptisé Espace Créatif. Cette exposition intitulée Nisga, qui veut dire web, met à l'honneur des artistes qui envisagent l'histoire de Malte sous l'angle des individus. La femme dans la valise est un symbole de la diaspora maltaise vers l'Australie, le Canada ou encore les États-Unis. À un autre étage, cette exposition temporaire examine la notion d'exil et rappelle l'expérience de Malte sous statut de colonie britannique quand l'accès à l'île toute proche de Manoel était interdit aux Maltais. L'actualité se rappelle aussi à nous avec ses dessins d'enfants migrants. Ces deux salles invitent le visiteur à se mettre dans la peau d'un réfugié. Le soir, ce sont d'autres reflets qui captent notre regard. La ville se pare de lumière et donne l'occasion de passer un moment de convivialité ou de communion. Notre tour d'horizon de la vie nocturne de La Valette débute au théâtre Manoel qui propose des concerts et des pièces de théâtre en maltais et en anglais. Sa rénovation récente a redonné tout leur éclat aux murs et au plafond, les sols et les fauteuils ont été changés et le chauffage et la climatisation installés. Ce qui permet à ce lieu d'être ouvert 11 mois de l'année. Son directeur artistique venait déjà voir des spectacles ici quand il était enfant. Il a été construit en tant que théâtre de cour en 1731. Sa construction a été financée par un grand maître de l'ordre des chevaliers qui voulait éviter que ces jeunes ouailles fassent des bêtises. Vous pouvez imaginer ce que c'était au début du XVIIIe siècle avec tous ces jeunes qui erraient dans la Valette, prêts à en découdre. Il fallait leur donner quelque chose à faire. Donc il a fait construire ce théâtre, littéralement pour les empêcher de commettre des méfaits en les faisant monter sur scène pour jouer des pièces amateurs. Aujourd'hui, le théâtre Manoel affiche une programmation de haut rang qui attire Maltais et touristes. On a de l'opéra, des concerts donnés par des orchestres, des récitals de piano, de la musique de chambre. Pendant qu'on est en train de peindre un décor, les rideaux peuvent rester fermés et sur le devant de la scène, on peut avoir un concert de jazz. Donc c'est un mélange éclectique. Illustration de ce mélange, cette version en anglais d'Amadeus, jouée ici à guichet fermé. L'éclectisme, c'est aussi le maître mot du Festival baroque de La Valette, qui comme chaque année en janvier proposera une série de concerts à travers la ville, dont cette fois une performance de 4 saxophones qui joueront des pièces de Bach. Ce festival n'a pas uniquement lieu dans ce théâtre, qui est un théâtre de 1731 tout à fait charmant, baroque par excellence, mais il se déroule aussi dans des trésors architecturaux et artistiques comme la cocathédrale Saint-Jean. Remontons à présent aux sources de la vie nocturne à La Valette, jadis point de ralliement pour de nombreux marins. Bien sûr, aujourd'hui, la fréquentation a radicalement changé. Nous vous proposons un avant-goût de la vie nocturne locale en commençant par la rue du Détroit, autrefois la plus malfamée de La Valette. Dans cette rue, les tripots et les maisons closes ont aujourd'hui laissé la place à des établissements beaucoup plus respectables. André Imbrol a piloté la transformation de ce quartier que l'on appelait le Boyau. Désormais, des bars et restaurants haut de gamme proposent une cuisine locale et asiatique. Si autrefois ces ruelles abritaient des clubs de jazz, tous les styles de musique y ont désormais droit de cité. Nos parents ne nous donnaient pas l'autorisation de venir ici quand on était enfant. Cet endroit, c'était à l'origine le Red Light District de Malte. Donc il est très connu aujourd'hui, mais il a à la fois une bonne et une mauvaise image.
C'est une totale renaissance de la rue du Détroit et de La Valette. C'est un haut lieu de la vie nocturne pour une clientèle haut de gamme. Et pour vivre pleinement les plaisirs de la nuit, pourquoi ne pas jouer les crooners ? Concernant la vie nocturne à La Valette, vu comme elle se développe aujourd'hui, je crois que l'une des meilleures expériences à vivre, c'est de pouvoir se rendre dans de nombreux bars différents. Pour qu'un tel quartier dédié à la vie nocturne se développe, il ne peut pas y avoir un seul endroit, un seul coin de rue, un seul secteur, et c'est ce qui est génial aujourd'hui à La Valette. Il y a beaucoup de groupes créés sur les réseaux sociaux qui se rassemblent pour faire la tournée des bars, et ils partent du boyau pour rejoindre la partie supérieure de la rue du Détroit, les rues Saint-Paul, Sainte-Ursule ou Sainte-Lucie, ou d'autres endroits de la vie nocturne. Le lendemain, sur la place Saint-Georges, enfants et adultes se préparent pour la parade de La Valette 2018. Son thème, tiré d'une performance théâtrale intitulée Orphée et Majnoun, rapproche les cultures en combinant le célèbre mythe issu de l'Antiquité grecque et le conte le plus célèbre du monde arabo-persan. Orphée et Majnoun chantent à des bêtes sauvages leur amour pour Eurydice et Leïla. Pour prendre des forces avant la parade, goûtons un autre incontournable de la cuisine maltaise, un friand à base de pâte feuilletée et garni de ricotta ou de petits pois. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment goûter à La Valette, ce sont les pasticci, et c'est votre grand-père qui a inventé cette recette. Oui, c'est la première recette qu'il a exportée au Canada. On a été les premiers à faire cette recette à Toronto. Donc vous devez être célèbre ici. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup, je vais goûter. C'est avec des petits pois, c'est ça? Oui, des petits pois à l'intérieur. Nous retrouvons la parade alors qu'elle se dirige vers la principale porte de la ville. Elle rassemble des enfants, des artistes et plus d'une dizaine de fanfares venus de l'ensemble de l'archipel maltais. C'est tout un pays qui fête le titre de capitale européenne de la culture. Le directeur de la fondation La Valette 2018 voit son rêve se réaliser. Notre ville était comme une belle endormie et nous assistons à son réveil. La Valette était belle depuis plus de 450 ans, mais d'une certaine manière, elle avait été beaucoup négligée ces dernières années. Donc cette expérience de devenir pour la première fois capitale européenne de la culture en tant que nation, pas seulement au niveau de La Valette, nous ne pouvions pas la manquer. C'était l'opportunité de donner un nouveau souffle à cette ville unique et magnifique. Mais l'objectif ne consistait pas seulement à restaurer le patrimoine. C'est un défi. Il aurait été très facile pour nous de transformer La Valette en un immense musée à ciel ouvert, mais ce n'était pas ce que nous voulions. Nous voulions offrir à tous plus d'espaces publics, des lieux pour manger, pour se détendre après être allé au cinéma ou avoir vu un opéra de grande qualité, une pièce de théâtre ou assister à d'autres événements. Je crois que nous avons réussi à trouver le parfait équilibre. À l'issue de la parade, devant la principale porte de la ville, un spectacle retrace l'histoire de Malte et de La Valette, les sièges qu'elle a endurés, le statut de colonie, l'indépendance et enfin l'adhésion à l'Union européenne. Des bouleversements qui ont façonné la capitale maltaise d'aujourd'hui. C'est la fin de Go Europe. Au nom de l'équipe d'Euronews, Saha, au revoir et merci de votre attention.